poursuivre avec une autre table ronde, comme vous le disiez, Jérôme, dédiée à la valorisation des données de santé. C'est un sujet crucial parce qu'il pose des défis à la fois en termes de sécurité, mais aussi des défis en termes de souveraineté. Alors, Aymeric Perchamp, on va commencer avec vous, puisque vous êtes le responsable de la stratégie à la délégation numérique au ministère de la Santé. Est-ce que déjà vous pouvez revenir pour l'ensemble des personnes qui participent aux grandes tendances de la e-santé sur la notion de valeur d'une donnée de santé? Alors, c'est un sujet qui est en fait assez complexe. C'est-à-dire qu'il y a différentes considérations et on peut analyser en gros 3 types d'approches mondialement. Il y a une approche américaine très capitaliste qui considère la donnée comme un actif au sens entreprise du terme et où il y a une valeur intrinsèque qui est attribuée à une donnée, des notions d'exclusivité, mais aussi beaucoup moins de droits par rapport aux droits des patients. Il y a une notion plus asiatique où la donnée est plutôt un bien commun à la main de l'État et où il y a beaucoup moins de liberté individuelle et de droits des patients. Et puis il y a un modèle européen qui est en cours de construction qui est quand même fondé sur le droit des personnes, ce sont bien leurs données au départ, et qui ne va pas attacher beaucoup de valeur à la donnée seule. En fait, ce qu'il faut voir, ce qu'il faut concevoir dans la donnée, c'est que la donnée toute seule, c'est une matière première qui est brute, et de savoir ce qu'on fait de la donnée a sans doute plus de valeur que la matière première elle-même, dans une notion assez simple de chaîne de valeur qu'il peut y avoir. Et c'est vrai que, on l'a vu juste avant, une IA générative a probablement plus de valeur que les données à partir desquelles l'IA générative a été construite. Merci beaucoup, Aymeric. Alors, la notion d'éthique, elle fait nécessairement intervenir la notion de confiance, notamment la confiance des citoyens dans l'usage de leurs données de santé, évidemment, à des fins d'exploitation secondaire. Guillemette Jacob, vous êtes la fondatrice de l'association Sentinelle. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les citoyens ont confiance dans cette ambition et comment est-ce qu'on peut créer ou renforcer ce sentiment de confiance? Alors, je pense qu'il est assez difficile d'évaluer la confiance de nos concitoyens dans l'utilisation des données de santé, parce que c'est un sujet qui est extrêmement mouvant. Et je ne suis pas sûre qu'ils aient tous des opinions bien arrêtées sur le sujet. Je suis allée regarder des chiffres qui existaient sur le marché, et on voit que ça dépend quand même beaucoup de la manière dont on leur pose la question. Je vais vous prendre 2 exemples, parce que ça m'a fait sourire. Il y a un premier chiffre qui vient de UFC Que Choisir, où ils disent que 43% de nos concitoyens ne sont pas disposés à donner accès à leurs données anonymisées pour développer de nouveaux médicaments. Mais quand c'est la Fondation Roche qui pose la question, on a 69% des Français qui se disent prêts à partager leurs données de santé au service du bien commun. Donc on voit bien qu'il y a une question vraiment de la formulation de la question et de qu'est-ce qu'on leur pose pour savoir quelle est la confiance. Moi, ma conviction, c'est qu'on est face à une courbe de Gauss classique avec des défiants d'un côté, des défiants aveugles d'un côté, des confiants aveugles de l'autre, et au milieu, une grande partie d'entre nous qui n'avons pas vraiment d'opinion sur le sujet. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir aux conditions de la confiance. Et pour moi, les conditions de la confiance, et là je suis désolée, je vais vraiment enfoncer des portes ouvertes, mais c'est une communication claire sur qui utilise cette data, avec quelle finalité, avec quelle utilité, que cette information soit facilement accessible à tous. Hier, je suis allée sur le site d'Amélie, je suis allée sur mon espace santé, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé l'information. Je suis sûre qu'elle y est, je ne l'ai pas trouvée. Donc il y a une question d'accessibilité, pas que de disponibilité, d'accessibilité. Je pense qu'il y a aussi un enjeu pour le gouvernement de faire des campagnes qui illustrent avec des exemples très simples, très concrets, l'utilité de l'utilisation des données de santé. On en a vu ce matin, je pense que ça mériterait d'être connu par le plus grand public. Et enfin, je terminerai en dézoomant un peu, en disant que pour moi, la confiance dans l'utilisation des données de santé, elle est aussi corrélée à la capacité de notre système de soins à prendre vraiment soin de chacun. Et elle est aussi corrélée à la confiance que l'on a en général dans la société, dans la science et dans la recherche. Alors, Laurent Frigara, on va continuer avec vous. Vous êtes le cofondateur et le co-CEO de Enovacom. Alors, on vient d'en parler, on sait que le marché des données, c'est un marché qui est colossal. On sait que, eh bien, enfin, on le sait tous, hein, que pour être exploitable, il faut bien sûr donc la valoriser. Pour vous, concrètement, Laurence, qu'est-ce qui fait la qualité d'une donnée de santé? Qu'est-ce qui fait que
ça peut donc être valorisé. Alors la qualité de la donnée de santé, je pense que ça pourrait faire l'objet d'une thèse. D'ailleurs, il y en a peut-être déjà eu. Vous n'avez pas 2 heures. Mais pour donner déjà quelques clés, alors déjà la donnée de santé, sans vouloir aussi enfoncer des portes ouvertes, ce n'est pas de la donnée marketing, ce n'est pas de la donnée financière. Donc de par sa spécificité, en fait, la qualité attendue pour la valoriser est tout à fait en fait singulière. Donc déjà, d'un point de vue de, on sait que c'est une donnée sensible qui a un impact direct sur la vie des patients. Donc il faut absolument que cette donnée soit fraîche, comme on dit, soit complète et soit fiable. Parce que sans données complètes, sans données fiables, en fait, on n'a pas d'usage. Voilà. Le deuxième point essentiel, c'est que c'est une donnée qui est extrêmement réglementée. La sécurité et la traçabilité autour de cette donnée est absolument essentielle. Et on voit que si on n'a pas la possibilité de l'utiliser dans un cadre sécurisé, on va parler par exemple de bulles sécurisées, on va parler de traçabilité renforcée, et cette donnée devra aussi être conforme au RGPD. Comme le disait Guillemette, sans sécurité, on n'a pas de confiance, et sans confiance, on n'a pas d'usage. Donc c'est absolument nécessaire que cette donnée intrinsèquement soit by design sécurisée. Et le dernier point qui est essentiel, c'est qu'on a affaire à une donnée qui est extrêmement hétérogène. Cette donnée, elle est issue de différentes sources, de saisies de médecins, d'appareils de biologie, de plateaux d'imagerie. Souvent, ce sont des sources qui ne sont pas toujours interopérables, à mon grand Dan, en tant que spécialiste de l'interopérabilité. Et donc, toute cette donnée doit absolument être structurée suivant des normes. On parle de la norme OMOP, on parle de la norme FHIR, et ce qui fera en fait sa capacité à être compréhensible dans son contexte clinique. Voilà. C'est absolument nécessaire. Une donnée seule ne vaut rien. Une donnée dans son contexte prend toute sa valeur. Puisqu'on parle de contexte, je me tourne à nouveau vers vous, Aymeric. Selon vous, cette vision éthique de l'exploitation des données de santé, qui, ça n'aurait échappé à personne, n'est pas la même que d'autres modèles dans d'autres pays, cette vision éthique, est-ce qu'elle peut exister dans un environnement numérique global? Et comment l'Europe peut-elle faire pour faire prévaloir cette conception-là? Effectivement, le mot qu'on n'a pas prononcé depuis le début, là, c'est l'espace européen des données de santé. Donc, c'est un règlement qui sera mis en application en mars 2029 et qui est un nouveau paradigme sur l'usage de ces données de santé. Elle dit en gros que tout le monde peut avoir accès à des données de santé pourvu qu'il le demande et qui prévoit d'en faire un usage autorisé explicitement. Et il y a des usages interdits, tout ce qui est à des fins de marketing ou toute décision qui peut nuire potentiellement à une personne. Et ça inclut la décision sur des prêts, sur des assurances mutuelles, tous ces éléments-là, qui sont finalement les mêmes conditions d'utilisation qu'on a posées en France sur l'usage de mon espace santé, soit dit en passant. Et ce n'est pas un hasard, c'est parce que la France s'est beaucoup battue pour transposer justement son modèle éthique d'usage de la donnée au niveau européen. Et quand on parle de données de santé, on est très très large également sur l'espace européen. C'est que c'est les données de santé à caractère personnel, donc les données issues du soin, mais pas que. C'est juste quelques lignes dans un article qui cite beaucoup de typologies de santé. Il y a également tous les déterminants de santé qui vont exister, donc des données, ce qu'on appelle santé, environnement, mais on peut retrouver de la santé animale dès qu'il y a des maladies effectivement qui peuvent venir de l'animal, des données sur des transports également. Donc c'est extrêmement large. Et également toutes les données qui ne sont pas à caractère personnel. Donc les données de l'INSEE, pourvu que ça ait une influence sur la santé, font partie des règlements. Et ce que pose le règlement, c'est effectivement un cadre de données assez large, parce que c'est là où on va pouvoir trouver de la valeur à la donnée. Et ce n'est pas que de la valeur économique. Oui, il y a de la valeur économique, c'est extrêmement important, mais c'est avant tout une valeur pour le soin, in fine, pour les patients. Et vraiment, l'objet du règlement, c'est ça, c'est de travailler et de trouver le bon équilibre entre une valorisation à quelque chose d'économique qui permet à notre système de santé quand même de survivre, et une valorisation en termes de soins, de santé, de système de santé, également de pilotage du système de santé, en plus d'un bénéfice pour les patients, un bénéfice pour le système directement. Et donc les droits de patients sont fondamentaux. On a choisi au niveau européen un opt-out également pour rentrer, pour autoriser par défaut l'usage de ces données, mais tout le monde peut s'y opposer et dire non, moi je ne veux pas que mes données soient utilisées à des fins de recherche. Mais là, les exemples que vous donniez tout à l'heure sont assez pertinents. Suivant qui on demande et comment on demande,
les choses sont différentes. Et la partie information, formation, éducation et acculturation est extrêmement importante. Et sur ce domaine-là, les professionnels de santé ont un rôle particulier, on pense, à jouer. Ouais. Alors, Aymeric, je rebondis sur votre propos de vulgarisation. On est là aussi pour bien comprendre en fait la chaîne de valeur. Donc, la question elle est pour Dominique et Laurence. Qui sont aujourd'hui les acteurs clés de cette chaîne de valeur dans les données de santé? Qui veut commencer? Laurent. Allez, Laurent. Merci Dominique. Oui, alors la question de la chaîne de valeur, en fait, elle est, je pense qu'elle est centrale parce qu'on se rend compte, et pour rebondir sur mon propos précédent sur le sujet de la qualité, en fait, la qualité n'est pas intrinsèque à la donnée. On va plutôt parler d'une propriété de tout ce qui va organiser, tout ce qui va s'organiser autour de cette donnée. Donc là, on en vient du coup à la chaîne de valeur. Et effectivement, Dominique, à travers la Poste Santé Autonomie et Novacom dans le groupe Orange, on est très très présent sur ce sujet-là de l'organisation de toute cette chaîne depuis la production au plus près des établissements de santé jusqu'à cette valorisation auprès de l'industrie, on va dire. Mais entre toutes ces étapes-là, peut-être que Dominique va pouvoir en parler, je rebondirai sur son propos. En tout cas, si on parle de chaîne de valeur, en fait, moi, ma représentation, pour la simplifier, c'est qu'il y a des producteurs et des consommateurs. Donc, le premier point, moi, qui me semble vraiment intéressant à considérer, même dans un monde très numérique, très IA, etc., et qui est quand même l'orientation qui est donnée par les textes européens dans la santé, mais dans d'autres secteurs d'activité autour des espaces de données, c'est de commencer par valoriser le producteur de la data. Et le producteur de la data, moi, ce que j'aime beaucoup dans le numérique en santé, c'est que la data, ce n'est pas un truc qui tombe du ciel comme une météorite. En fait, c'est la traduction en fait, d'un temps passé, d'une compétence humaine derrière. Si on regarde en France, 80% des études cliniques sont faites dans les CHU. La data qui a le plus de valeur au sens le plus d'intérêt économique et en termes de qualité de soins, c'est quand même de la donnée qui a été travaillée avec de la compétence médicale derrière, qualifiée. Et donc, moi, j'aime beaucoup cette idée de commencer par avoir un raisonnement qui valorise le début de la chaîne de valeur autour des producteurs de données, de les respecter, de les fédérer, de leur donner un cadre, etc. Mais d'abord, considérer que le début de la chaîne de valeur, c'est le plus important. Moi, il me semble que c'est une façon européenne et française qui valorise l'humain, en fait, derrière la data, qui me semble être clé dans la façon d'apprendre le sujet. Et puis ensuite, à l'autre bout de la chaîne, il y a les consommateurs. Donc, moi, je pense, c'est mon feeling sur ces sujets, c'est qu'il faut qu'on soit lucide que la clé va se jouer sur l'économie. La clé, ça va être une bataille économique mondiale. La clé, ça va être d'être compétitif au niveau européen et mondial. Et donc, par rapport à ça, il faut qu'il y ait une lucidité à la fois des pouvoirs publics et de tous les producteurs de santé, les professionnels de santé, les industriels du numérique, les industriels de la pharma, de la medtech, pour qu'il y ait une sorte d'union sacrée de dire il y a un enjeu de compétitivité économique. Le plus fort va gagner. C'est winner takes all là-dedans. Et donc, en fait, le voir pas uniquement de façon un peu politiquement correcte, mais en disant il doit y avoir vraiment un prisme et un drive économique sur ce sujet, en disant il faut qu'on soit compétitif d'un point de vue économique, pour moi, c'est l'enjeu majeur. Et derrière, tout le monde s'aligne. Les fabricants d'algorithmes, la Big Pharma, la MedTech, dans cette vision où on va donner un poids, un centre de gravité très économique sur le sujet. Sinon, de toute façon, on va parler, mais on va être balayé. C'est intéressant parce que vous avez parlé de compétitivité, l'autre mot-clé c'est souveraineté, et la question c'est comment est-ce qu'on conjugue les deux. Autrement dit, comment est-ce qu'on construit une souveraineté européenne des données de santé sans brider l'innovation, sans brider l'autonomie des établissements. Et Dominique, j'aimerais profiter de cette question pour aborder la manière dont la souveraineté européenne des données de santé peut devenir finalement véritablement un levier de création vertueux de valeur économique au bénéfice de tout l'écosystème de santé. Bon, le truc qui est super cool en ce moment, c'est que c'est fashion de parler de souveraineté. Quand j'en parlais il y a 20 ans, c'était ringard. Donc ça, c'est quand même un truc qui est super bien quand même. Très tendance. C'est très tendance. Moi, ma représentation du sujet, c'est de dire qu'en France notamment, et en Europe, on croit pour des questions humanistes et de valeurs sociétales qu'il faut investir dans la santé parce qu'on ne peut pas laisser les gens tomber, parce qu'on a une vision égalitaire, universaliste de ces sujets. Donc, on doit dépenser de l'argent là-dedans. Nicolas Revel le disait au début, mais comment on va soutenir ça? Donc, plutôt que de le raisonner que par des dépenses, moi, ma façon de voir le sujet, c'est de dire, mais au fond, cet argent qu'on dépense en France dans la santé, qui représente entre 11 et 12% du PIB, ben en fait, au-delà d'aider à soigner, de remplir un enjeu sociétal, vieillissement de la population, explosion des maladies chroniques,
il faudrait qu'on ait un raisonnement strictement économique qui se dit, mais si on met cet argent-là, comment ça peut être recyclé dans l'économie française et européenne? Et être hyper lucide là-dessus. Pour ça, ça veut dire qu'il faut avoir une doctrine en fait, autour de ça, en disant, si on met de l'argent, par exemple dans le numérique en France sur la valorisation des données de santé, comment on va faire pour développer l'économie locale et pas que les startups. Les startups, pas que l'innovation, mais vraiment une industrie autour des données de santé qui aille jusqu'à la Big Pharma, mais qui crée ça. Et donc, comme ça, l'argent qu'on investit dans la santé, en fait, on se dit, il sert l'économie française, donc c'est un investissement. C'est un peu ce qui se fait au Japon. Au Japon, ils mettent 12% du PIB parce qu'ils veulent s'occuper des vieux. Ils disent c'est impensable qu'on ne s'occupe pas des personnes âgées, mais ils se disent, tant qu'à faire ça, ben, tout ce qu'on va faire va être très orienté robotique parce qu'on veut soutenir l'économie robotique japonaise. Et donc moi, ma vision de la souveraineté sur ces sujets-là, c'est une lucidité économique qui en gros soutient des stratégies industrielles pour notre pays et pour l'Europe. Et moi, je suis un militant du numérique en santé, donc je dirais bien qu'en France, le sujet qu'on doit soutenir en termes d'économie, c'est le numérique en santé. Et ce que j'aime beaucoup par rapport à ce que disait Aymeric tout à l'heure, c'est que moi, je suis plutôt un fan de la vision européenne de voir le sujet des espaces de données. Je trouve que c'est une façon maligne de conjuguer l'innovation et la valeur économique. Cette notion d'espace fédéré de données dans des cadres de confiance, à la Gaia X qui est déclinée dans la santé avec l'espace européen, mais qui va être déclinée dans tous les secteurs, c'est une façon de respecter le producteur de données, de créer des espaces de confiance et donc d'échanges économiques dans un cadre qui est régulé, mais qui n'est pas bridé. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment embrayer et aller dans cette mouvance espace européen des données de santé, Gaia X et toute cette mouvance-là à laquelle je crois beaucoup. Moi. Ouais. Moi, ce que j'en retiens, c'est faire rimer souveraineté, compétitivité, santé régulée mais pas bridée, à la fois au sens propre et au sens figuré finalement. Ouais, mais avec une forme de lucidité aussi, c'est juste ça, parce qu'on parle de ça, mais ça veut dire qu'on ne peut pas accepter, ça doit se réguler, la destinée capitalistique des boîtes qu'on soutient avec les grands plans d'investissement. Il faut avoir cette capacité à réguler aussi la destinée capitalistique de ces boîtes-là. Alors, je rêve qu'on continue maintenant avec la vision des citoyens. Avec vous, Guillemette, puisqu'on parle beaucoup d'exploitation des données de santé. Est-ce que vous pouvez nous partager vos convictions et puis l'association que vous dirigez? Sur la place de la citoyenneté sur ce sujet. Absolument. Oui, moi je préfère qu'on parle de citoyens plutôt que de patients. Je préfère qu'on parle des droits des citoyens plutôt que des patients, parce qu'on parle de santé. Et la santé, ce n'est pas l'affaire des gens malades, en fait, c'est l'affaire de chacun d'entre nous. Et ensuite, c'est aussi une manière de ramener chacun à ses responsabilités individuelles. Un citoyen, il a des droits, et en l'occurrence, en France, on a le droit à avoir une carte vitale. Mais de mon point de vue, il a aussi des devoirs. Et pour moi, le partage des données de santé fait partie de nos devoirs de citoyens et c'est une extension de notre système mutualiste. En fait, on mutualise les moyens dans notre système de soins. Les données de santé sont une extension de cette mutualisation et on doit y contribuer en tant que citoyen puisqu'on bénéficie de ce système-là. Et ce matin, moi, de tous les échanges qu'on a eus, j'ai aussi pris conscience peut-être encore plus que ce que je vis au quotidien de à quel point ces données de santé vont transformer notre système de soins en profondeur, qu'il va y avoir des tensions entre les bénéfices personnels, individuels et les bénéfices collectifs. Et c'est pour moi un vrai enjeu politique que l'on réfléchisse ensemble en tant que citoyens à comment est-ce qu'on veut maintenir notre système de soins qui considère que la santé n'est pas un bien individuel mais un bien collectif. Et c'est pour ça que pour moi c'est extrêmement important qu'on replace la citoyenneté au cœur de ce débat. Alors pour clôturer cette table ronde, je vous propose qu'on parle de la question de la durabilité, notamment de la durabilité écologique de la donnée. Et je vais vous demander un exercice difficile, avec ma casquette de timekeeper. Je vais vous demander de répondre le plus brièvement possible, parce qu'on a un peu pris de retard, à la question suivante. Comment est-ce qu'on peut penser une structuration qui soit réellement éco-responsable? On peut démarrer avec vous, Laurent, si vous voulez bien. Là aussi, ça doit faire l'objet d'une thèse, on va dire, mais peut-être une idée ou deux. Déjà, penser concentration ou peut-être diffusion de différents entrepôts. On le voit, il y a différentes politiques qui se mettent en place sur le territoire.
On parle de centralisation nationale, centralisation régionale. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de chaque établissement. Donc peut-être qu'il va falloir choisir sur le modèle en fait, de diffusion et de mise en place de ces entrepôts, qui d'ailleurs en termes de qualité, toujours pareil, la durabilité de la donnée, c'est aussi, je pense, une qualité qu'on pourrait mettre en œuvre et piloter d'un point de vue des indicateurs nationaux, par exemple. Merci Laurent. Guillemette, en quelques mots. Moi, j'ai pas tellement d'opinion sur un sujet comme ça. C'est très technique et j'ai pas vraiment Alors, d'opinion. vous passez votre tour. Très bien. Je Joker. passe mon Vous nous tour. faites gagner du temps. Bravo, Guillemette. Émeric. Moi, sur le sujet de l'éco-responsabilité, je pense qu'on a vraiment un besoin d'objectiver les choses, de les chiffrer scientifiquement, et c'est un point qui est important. Et là-dessus, il y a un modèle d'urbanisation qu'il faut choisir et qui doit être un compromis, et ça restera un compromis entre des notions d'éco-responsabilité et des notions d'utilisabilité de ces données et d'efficacité par rapport à ce que disait Dominique tout à l'heure, la proximité des producteurs aux données qui fait que il y a plus de valeur à utiliser une donnée, en tout cas dans beaucoup de cas, quand on a le producteur à côté, parce qu'il y a d'autres choses qui vont engager la valeur derrière. Typiquement, une grosse valeur qui va être drivée par la donnée, c'est la capacité à mener un essai clinique sur du médicament, sur un dispositif médical, sur des nouvelles thérapies ou des nouveaux parcours de soins. Et puis, une notion de où est-ce qu'on veut mettre les données, combien de fois on veut les dupliquer. Et typiquement, les questions qu'on se pose aujourd'hui, sur lesquelles on n'a pas de réponse définitive, c'est combien on veut voir de copies de la base principale du système national de données de santé. Tout le monde en veut un bout. Est-ce que vraiment on a envie d'en faire 50 copies, 100 copies, 1000 copies, 2000 copies? Combien de copies? Il y a un moment où c'est complètement absurde parce qu'on va démultiplier une puissance de stockage et on va nourrir effectivement le monstre derrière pour faire ça. Et à contrario, tout centralisé n'est pas efficace pour la plupart des usages. Certaines choses doivent être centralisées, d'autres non. Il y a des modèles fédérés, il faut faire confiance aux producteurs de données, aux professionnels de santé, à tout cet écosystème. Et dedans, il faut arriver à objectiver cette notion d'éco-responsabilité. Aujourd'hui, ce n'est pas suffisamment objectivé, alors qu'il y a des équipes de recherche très pertinentes qui travaillent dessus. Moi, mon feeling sur le sujet, sur l'éco-durabilité, c'est qu'il y a la partie éco et il y a la partie durable, mais commençons déjà par durable. C'est-à-dire, il ne faut pas être trop romantique sur ces sujets. On est dans une guerre économique. Le jour où en fait on n'aura pas été suffisamment lucide et un peu romantique sur ces sujets, où globalement c'est Microsoft qui préemptera tous les clouds, toute la data, toute l'IA, il ne sera pas durable. Et donc en fait il faut d'abord, à mon avis, construire une feuille de route guerrière, très combative sur le sujet d'un point de vue économique, protectionniste sur le sujet. Et une fois qu'on sera dans le match au niveau de la compétitivité, je nous fais confiance collectivement en France et en Europe pour y instaurer tout ce qui va être valeur citoyenne, valeur environnementale. Mais de grâce, soyons pas trop romantiques sur le sujet. Trump, il n'est pas romantique. Alors, si vous voulez continuer vos débats romantiques, eh bien, sur LinkedIn, puisque je présume que tous vos propos qui ont été passionnants vont faire réagir donc, sur le hashtag eSanté26. Juste avant la pause, puisqu'on nous l'a demandé depuis 3 ans de faire une pause donc de 15 minutes, que ça vous permette à distance mais aussi sur place. Je laisserai la parole pendant 2 minutes à Grégory Mauss, qui est le président de la coalition IDEO, pour vous parler du village des startups innovation, puisque vous allez faire peut-être une pause technique, un café, mais aussi rencontrer 52 startups innovantes et aussi des structures. On a parlé d'ETX Accélération, mais aussi, alors Grégory va nous rejoindre pour parler de la coalition IDEO. On va voir les slides et je vous remercie encore. On peut encore les applaudir. Merci à vous.